Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entrepreneurs ou encore photographes. Pour ce 4e épisode, nous retrouvons Jérémy Bonder. Il découvre l'escalade à 6 ans en CP lors d'une classe initiation et se prend directement d'amour pour ce sport. Quelques années plus tard, il participe à sa première finale en championnat de France minime de bloc et décide de se lancer dans le sport à haut niveau. Il fait ses premiers gros résultats en 2010 lors des championnats de France junior de bloc et difficulté, puis tout s'enchaîne. Il fait une médaille en Coupe du Monde de bloc en 2014, il remporte 3 titres de champion de France senior de bloc en 2014, en 2015 et en 2019, et il participe aussi à la finale du championnat du monde de bloc à Paris-Bercy en 2016. Aujourd'hui, et après 17 années à pratiquer l'escalade de haut niveau, il décide de raccrocher le maillot de l'équipe de France. Dans cet entretien, on revient sur l'intégralité de sa carrière, depuis sa découverte de l'escalade, en passant par sa médaille en Coupe du Monde, jusqu'à son futur dans le monde de la grimpe. L'épisode est disponible sur Spotify pour l'écouter dans les 3 sports, et sur YouTube avec désormais, comme vous le voyez, un format vidéo. Bonne écoute. Et du coup, première question, pour entrer directement dans le vif du sujet, comment as-tu découvert l'escalade ? Ouais, carrément. Du coup, en gros, je suis parti. Je connaissais vraiment pas l'escalade à la base, et je suis parti en classe découverte du côté de Luchon. Du coup, il y avait plusieurs activités, dont l'escalade. Et là, pour le coup, on m'a fait faire un peu d'escalade falaise sur un mur un peu. Maintenant, je catégoriserais de tout ridicule, mais c'était mes premiers pas. Je suis rentré, j'ai dit à mes parents, moi, je veux faire ça. Ils ont essayé de se renseigner autour de Cahors s'il y avait des clubs, et à l'époque le club de Cahors Escalade, il prenait qu'à l'âge de 8 ans. Du coup, j'ai dû patienter. D'ailleurs, je me vois encore Laurent Lagarrigue me venir le voir à 6 ans et dire ah non, t'es trop jeune, faut patienter encore 2 ans. Et là, je suis rentré, je pense, tu pourrais demander à ma mère, limite je pleurais. Je pleurais, je rentrais et j'ai dû attendre 2 bonnes années pour revenir et dire eh, c'est bon, maintenant j'ai le droit. Il m'a dit aujourd'hui t'as le droit, c'est bon, c'est parti. C'était cool. Et du coup, tu participes à ta première compétition chez les jeunes en microbe à 8 ans, lors du championnat du Lot dans le 46. Oh. Est-ce que tu as un peu des souvenirs de cette expérience je me suis renseigné comme jamais. Ouais. Toi, t'as une question, toi. Est-ce que j'ai des souvenirs Ouais, j'ai quand même des souvenirs assez lointains et assez vagues, mais ouais, j'ai quand même des souvenirs. J'avoue que j'ai vite accroché déjà avec l'activité et vite accroché avec la compète. Alors du coup, bon, à cette époque-là, quand j'avais 8 ans, c'était pas de l'entraînement comme j'ai eu l'habitude de faire ces dernières années, mais c'était quand même déjà des émotions, d'essayer d'aller battre les autres, d'aller au plus haut que les autres. Non, je crois que j'ai mis le pied dedans très tôt, et c'est ce qui a fait que j'ai fait aussi autant d'années à haut niveau, quoi. Et du coup, quelques années plus tard, tu participes à l'une des compétitions qui t'a le plus marqué durant ta carrière, qui sont les championnats de France minime de bloc à Toulouse. Comment elle s'est déroulée cette compétition et qu'est-ce qu'elle a changé dans ton état d'esprit ? C'était à Toulouse, déjà c'était pas loin de chez nous. Du coup, j'y suis allé avec ma petite famille. Du coup, mes premiers championnats de France minimes, et surtout première finale, et une première finale au championnat de France, ça fait toujours plaisir. J'en ai encore des frissons parce que vraiment c'est un super souvenir. C'était des bons moments avec les copains, et alors même si lors de la finale j'arrive pas à tirer mon épingle du jeu pour faire un podium, mais en tout cas cette finale ça a été pour moi le tremplin de après le virage où pour le coup après j'ai commencé vraiment à m'investir à l'entraînement et essayer de structurer mon entraînement avec Laurent, et du coup là pour le coup ça m'a vraiment permis de me dire attends, je veux faire ça, mais je veux pas faire ça juste pratiquer comme tous les autres, je veux vraiment pratiquer pour m'entraîner et être plus fort que les autres. Et ça c'était vraiment la compétition qui m'a fait prendre ce virage. Et sorti de là, 2 mois un peu repos, et dès septembre après j'ai rattaqué du coup l'activité, mais sous un autre angle, avec beaucoup d'entraînement, avec de l'entraînement, préparation un peu physique, même si c'était léger à l'époque parce que j'étais jeune, mais en tout cas il y avait une vraie structure d'entraînement, quoi. Parce que du coup, Laurent Lagarrigue t'a entraîné pendant de nombreuses années ? En fait, Laurent Lagarrigue, c'est quand même une belle histoire, hein, parce que c'est quand même lui à l'époque. Bon, maintenant, on sait le statut qu'il a au sein de la fédération. Il est quand même responsable du projet olympique au sein de la fédération. Lui aussi, il a gravi des étapes dans sa vie d'entraîneur. Moi, à l'époque, en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer et qu'il fasse partie de mon petit département qui est le Lot.
et que peu de monde connaît, hein. Quand je dis les Lottes, personne sait où c'est, mais bon, en tout cas, je viens de là, j'ai envie de dire, entre deux rangées de vignes, parce que vraiment, je viens d'un petit amont où il y a personne, hein. Et du coup, voilà, je l'ai rencontré très tôt. À 6 ans, il m'a dit de patienter 2 ans. Je suis revenu à 8. Et à 8 ans, il a bien vu que j'étais juste mordu de ça et énervé et passionné. Du coup, il m'a toujours accompagné, aidé. D'ailleurs, je l'en remercie. Et du coup, on a travaillé ensemble je dirais pendant 12 ans. Après, en parallèle, j'ai eu aussi des autres entraîneurs, mais il gardait la main un peu. J'ai eu d'autres personnes qui au sein du club, comme Cécile Liénard, qui malheureusement nous a quittés, mais qui m'entraînait avec les conseils de Laurent, et il a toujours été là au-dessus de mon épaule. Après, on a vécu des moments où je l'ai accompagné chez les jeunes en équipe de France, où j'avais un peu ce rôle de deuxième coach. Du coup, c'était une vraie aventure, et là maintenant, peut-être que l'avenir me réserve aussi un bon futur à ses côtés. Et pour le coup, en tout cas, je trouve que c'est une super belle histoire humaine que je vis avec lui, et je l'en remercierai jamais assez. Et je pense que voilà, ça a été un des premiers aussi. Je pense que même pas 12 heures après que j'ai pris cette décision d'arrêter, je pense que c'était le premier au courant. Et du coup, en 2010, tu commences à faire tes premiers gros résultats nationaux, avec notamment un titre de champion de France de diff en junior et un vice-champion de France de bloc, Exactement. toujours en junior. Est-ce que tu peux revenir sur ces 2 grosses médailles? Ouais, je peux revenir là-dessus, et même pour aussi revenir un peu plus, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été amoureux du bloc. Mais en fait, quand t'es né en 91, c'est un peu l'année charnière, parce qu'en fait, si t'es né en 92, il a commencé à être mis en place des compétitions au-delà de nos frontières, des coupes d'Europe, des championnats du monde et tout. Et en fait, en 91, ça existait, enfin pour ceux qui sont nés en 91, ça existait seulement en diff. Du coup, pour pouvoir faire de la compétition au-delà de nos frontières, faut aller quand même s'investir à la diff. Moi, je faisais que du bloc dans ma structure de Cahors. Chez mes grands-parents, j'avais fait un petit panneau aussi, c'était que du bloc. Du coup, pour le coup, dès que j'allais faire une digne compétitive, je me faisais éclater, j'avais pas de rési. Hormis mes sorties falaises avec les copains du sud, mais vraiment c'était dur. Du coup, c'était dur, et du coup, je m'étais dit vas-y, je continue quand même à faire de la diff parce que vraiment c'était obligé, parce qu'il y avait que ça à l'époque. Et l'année de junior 2, du coup 2010, je m'étais dit bon vas-y, je commence vraiment à m'investir qu'au bloc pour que je prenne pas une année de retard quand j'arrive chez les seniors, je sois déjà vachement investi dans le bloc. Et je m'étais dit bon, dernière année, je vais quand même aussi faire la diff. Du coup, je commence la saison, je fais deuxième au championnat de France derrière Seb Vallerand. Déjà bon, ça fait bien plaisir, et je me dis bon, ça me lance sur l'année prochaine, sur vraiment mon souhait de me lancer à fond dans le bloc. Et par chance, je gagne les diffs, mais pour le coup, j'avais quasi pas mis la baudrier à l'entraînement, et je me retrouve champion de France parce qu'en fait, je me vois encore Rémi Samem avoir posé une voie qui faisait 12 mètres, juste 30 moves, que des blocs posés les uns sur les autres. Et vraiment, c'était trop, c'était vraiment énorme. Vraiment, personne s'y attendait, et je me retrouve champion de France, mais sur un malentendu. J'appelle ça le hold-up le plus beau hold-up de ma carrière, je crois. Parce que pour le coup, et je me vois encore, c'est que pour la petite anecdote, du coup, il y avait un jump pour aller au bac d'arrivée. J'ai fait le jump. J'étais tellement pété que j'ai encore une vidéo de moi. Je suis 15 secondes, la main devant le relais, le mousqueton avec la corde, j'arrive pas à la clipper. Il se passe 15 secondes, comme ça. Et donc, je veux cette vidéo. C'est pas moi qui l'ai, mais c'était à l'époque, c'était Florence Gaz qui l'avait. Alors, je l'ai plus, un vieux caméscope c'était il y a 20 ans, hein, je parlais, enfin pas 20 ans, mais c'était il y a 12-13 ans. Du coup, c'était énorme. Du coup, je clique pas le relais, mais en tout cas, ça me permet de gagner, parce qu'en gros, Kevin Aglaé, qui était à l'époque le deuxième, il avait pas fait le jump. Et du coup, je gagne vraiment sur le hold-up. Personne s'y attendait. Et après, il y a François Legrand qui vient me taper sur l'épaule avec Rémi qui était entraîneur. Il me dit t'es pris en équipe. Ah bon, je suis pris en équipe. Moi qui ai pas fait de diff de l'année, je pars pour faire des coupes d'Europe et des championnats du monde. Ok, bon, ça va être dur, hein. Du coup, non, vraiment super année. Vraiment, ça a fini par payer, parce que j'ai quand même galéré de minime à junior pour faire une sélection et pour faire un résultat correct. Et au final, junior 2, ça a bien payé. Et du coup, comme tu disais, ça t'a sélectionné pour 2 Coupes d'Europe et les championnats du monde. Ouais, exactement. Comment t'as vécu ces expériences du coup en tant que bloqueur? Alors, sur la partie sympa de se dire on est sélectionné, on va aller faire de la compète à l'étranger, c'est quand même cool, hein, ça pour le coup, c'était le rêve depuis tout gamin, hein. Par contre, là, le mur, il m'avait arrangé parce qu'il faisait 12 mètres, mais quand je me suis retrouvé à Imst, et où le mur il en fait 18, et moi j'avais pas de rési, autant dire, tu vois le scénario, quoi. Le scénario, c'était moitié de mur, j'étais explosé comme jamais, je fais et à un moment j'avais dit
J'avais dit à François, je vais arrêter. De toute manière, tu peux pas continuer à faire de la compète. Mon souhait l'année prochaine, c'est de faire du loc. J'étais encore qualifié pour pouvoir faire d'autres coupes d'Europe. Après Édimbourg au championnat du monde, j'avais dit, non, c'est bon. Il y a un moment, à chaque fois, je fais la moitié, voire 2 tiers de la voie. Je suis explosé. Je peux pas jouer avec les autres, quoi. Il me dit, là, je peux pas. Enfin, moi, je lui avais dit, je vais arrêter le carnage. Hein. Du coup, c'était moi qui lui avais dit, non, en fait, François, je vais pas continuer la saison parce que je pense que je ferais pas beaucoup mieux que de faire 25 ou faire 30 sur une Coupe d'Europe ou un championnat du monde. Du coup, j'avais dit, bon, je vais calmer et tu me reverras un peu plus tard en bloc parce que là, vraiment, je vais reprendre l'entraînement énervé. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, tu reviens fort en bloc, ouais, parce que fin 2010, tu te sélectionnes dans l'équipe de France senior de bloc. Et tu participes donc en 2011 à tes premières Coupes du Monde, où tu performes directement avec 2 demi-finales. En fait, ouais, c'était quand même l'année où en parallèle, moi j'ai commencé aussi à travailler en parallèle en tant que charpentier coureur à l'âge de 15 ans. Du coup, j'ai vite arrêté l'école et je me suis retrouvé à avoir 5 semaines de congé et à bosser 40 heures semaine en plein hiver, en plein été avec le climat qu'on connaît. Du coup, c'était pas facile de nouer avec l'entraînement et l'entraînement et la compétition de haut niveau, mais du coup, en fait, j'ai eu la chance, grâce à cette année 2010, à être invité sur des stages de bloc, et ça c'était cool parce qu'en fait, j'ai quand même pu partager des moments. Je me rappelle, il y avait encore Jérôme Pouvreau, il y avait Stéphane Jus à ce stage. Enfin, il y avait vraiment des idoles que j'idéalisais quand j'étais gamin, en fait. Et là, je me dis je me rappelle aussi, j'avais fait une saison avec Loïc Guédioz. Enfin, vraiment, c'était les personnes que je suivais quand j'avais 15-16 ans. Et là, je me retrouve à 20 ans, à 19 ans avec eux. C'était juste, tu vois, à une année près, j'aurais pu côtoyer Jérôme Meyer, tu vois. Vraiment, bon, ça me rajeunit pas tout ça, mais en tout cas, c'était quand même des idoles que je rêvais de côtoyer, de partager des moments. J'étais invité sur ce stage comme j'étais tout foufou, un vrai gamin. Moi, j'avais du volume, de l'espace grâce aussi à mon métier. Je pouvais jamais m'arrêter, de toute manière. Ça, on me l'avait dit. Hein. Et François François Petit qui était là, il me dit, toi, t'es une pile électrique. J'ai dit, mais moi, tu sais, grimper alors que d'habitude je passe ma journée sur le toit, c'est quand même plus facile. Du coup, non, ça m'a. Et après, l'année d'après, 2011, première compétition internationale, enfin en Coupe du Monde, on va dire senior. Et du coup là, je prenais des jours sans solde. Je partais prendre l'avion à mes frais. Je partais en réserve, ce qu'on appelait ça à l'époque. Et je partais avec Clémentine Kaiser. On partait tous les deux parce qu'elle était de Montauban. On allait faire nos coupes du monde en réserve. Après, je partais aussi avec les Clermontois comme Stéphane Julien et Benoît Hens en voiture. On se tapait 12 heures de bagnole pour aller en Slovénie ou aller à Eindhoven pour ma première. Et là, j'arrivais déjà à faire des demi-finales à l'époque, ce qui est quand même de nos jours, première Coupe du Monde, tu fais demi-finale, c'est juste un truc de malade. Hein. Du coup, bien déterminé à me dire, vas-y, je remets encore un bon coup d'accélérateur. Et là, je me dis, bon, il va falloir que je calme le jeu de niveau boulot parce que bosser comme un débile, ça peut pas marcher avec l'entraînement de haut niveau. Et c'est pour ça que fin de l'année 2011, j'ai décidé de calmer et de me dire, vas-y, je prends une année sabbatique et on verra bien si ça marche. Et du coup, là, par le coup, j'ai mes 40 heures de travail, ils sont passés à 25 heures, 30 heures d'entraînement semaine. Et du coup, comment tu as pu voir l'escalade professionnelle évoluer depuis 2011, où tu arrêtes du coup ton métier de charpentier couvreur, aujourd'hui? En fait, du coup, 2011-2012, c'était encore Laurent qui m'accompagnait. Il m'avait dit, bon, tu prends une année sabbatique, c'est super. Et il m'a dit, je te conseille fortement à apprendre quand même, à essayer d'en profiter pour passer ton DE. Enfin, à l'époque, c'était le BE. Du coup, j'avais, en parallèle de mon entraînement qui était beaucoup plus intensif maintenant, du coup, j'avais passé mon BE à l'époque. Du coup, j'avais été à Aix plusieurs fois. Du coup, j'avais fait des sessions pour pouvoir passer mon BE. Et d'ailleurs, c'est une super carte que j'ai maintenant, hein, parce que maintenant j'ai le DE et ça va me permettre aussi ça m'a permis de travailler pendant des années avec. Du coup, depuis septembre 2011 que j'ai arrêté ce métier. Maintenant, ça fait 12 ans, 12 ans. Et du coup, j'ai réussi à vivre de ma passion à travers du coup déjà des sponsors. Bon, ça est arrivé un peu plus tard que 2012 les sponsors, mais du coup les sponsors m'ont quand même beaucoup aidé et je les en remercie parce que sans eux ça aurait été beaucoup plus difficile. Après j'avais ma casquette après j'ai été moniteur aussi. Du coup avec le BE j'ai pu réussir à encadrer, accompagner les coachs, enfin accompagner l'équipe de France quelquefois. En stage ou en Coupe d'Europe ou au championnat, c'était quand même chouette, hein, jusqu'en Chine au championnat du monde, j'ai un super souvenir avec eux. Du coup, ça me permet aussi de gagner un peu d'argent comme ça et aussi sur la casquette d'ouvreur parce que je suis aussi ouvreur national et que j'ai toujours ouvert un peu plus ou moins durant les années où j'ai eu besoin de plus ou moins de bosser, mais du coup, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs cordes à mon arc et c'est ce qui me permet de jouer
Après, ouais, j'avoue que j'ai pas refait de charpente, hormis faire quelques toits pour la famille, hein, celui de mes parents, celui de mon frère, mais voilà, en tout cas, mon avenir aussi professionnel, maintenant que j'ai décidé d'arrêter, je compte quand même continuer à être dans le milieu de l'escalade et pas reprendre ce métier qui était quand même une passion, mais quand même, je trouverais dommage de pas faire partager, de pas continuer l'histoire de l'escalade. Du coup, pour revenir sur ta carrière, en 2012, tu te qualifies pour ta première finale en Coupe du Monde de bloc à Vienne en Autriche, pour du coup ta deuxième saison internationale, en compagnie de plusieurs légendes quand même, Kylian Fischuber, Dimitri Sharafudinov, Rustam Gelmanov. Est-ce que tu peux revenir sur cette belle expérience? Ah, c'était juste magique. Ah ben c'était fou d'ailleurs. Moi j'ai encore, alors, on peut la retrouver cette vidéo, hein, mais la vidéo c'était bon, je fais les qualifs, je passe en demi, hein, ce qui était à l'époque, j'arrivais quand même à quand même aller en demi quasi à tous les coups. Et j'avais fait des bonnes qualifs et je passais vraiment à la fin. Je passais à la fin de la demi de Vienne. Je passais, je pense, avant-dernier. J'avais fait des qualifs incroyables. Et du coup, enfin, c'était une demi extrême. C'était genre, je me rappelle que Kylian Fischuber à l'époque, il passe en finale en faisant les zones. Et le mec avec de l'expérience, il s'était dit bon, c'est extrême. Faut taper les zones. Il avait tapé toutes les zones. Il était en finale. Et en fait, bon, je me fais ouvrir comme tout le monde. Je fais rien dans le premier, rien dans le deuxième, rien dans le troisième, où je fais peut-être une zone. Et le dernier bloc, c'était une dalle avec des petits pieds et des petits pouces qu'il fallait défoncer, avec 2 volumes à coiffer à la fin. Personne l'avait fait, personne ne bougeait. Et en fait, dernière seconde, dernier run, je le tape, mais genre je vois le commentateur, il était en train de parler avec quelqu'un, et derrière on me voit grimper. Et là, d'un seul coup, il arrête de parler, il se retourne, il fait oh. Et là, il voit que je suis en train de le faire, et ça a fait un blanc. Et moi, je retrouve là, je fais bon, ben je le fais. Et là, on me dit finale. J'ai fait wow, amazing. Et du coup, me dit première finale du coup avec tous les cadors que tu viens de citer. Et moi j'ai un super souvenir. Et d'ailleurs c'est devenu quelqu'un que j'apprécie de côtoyer, que j'ai croisé de même à Briançon parce qu'on a discuté pas mal avec Kylian parce que du coup il était là en tant que coach de l'équipe d'Autriche et que lui aussi il est jeune papa la même année que moi d'une petite fille. Et du coup je me rappelle à cette époque il me tape sur l'épaule, il me dit ouais super, t'as un super avenir. Bon je parle pas très bien anglais mais je comprends ça déjà. Et du coup vraiment quand t'as un mec comme Kylian Fischuber qui a gagné je pense que c'est incitable tout ce qu'il a gagné mais ouais, il te tape sur l'épaule, il dit ouais super, continue comme ça, t'as un super avenir. Alors, là tu rentres chez toi, t'es encore plus déter Là j'avais beau faire 5 ou 6e de la finale, c'était juste incroyable d'avoir fait cette première finale de Coupe du Monde. Après je suis rentré, j'avais les étoiles dans les yeux Et après j'ai dû faire encore 1 ou 2 saisons avec lui. Et après, même peut-être une dernière, je pense qu'il a dû peut-être s'arrêter en 2013, Kylian. Et après, j'ai quand même fait pas mal de saisons avec Rustam, parce que Rustam, c'était mon collègue de format physique. C'était un tout petit sec qui adorait les arquets, les petits pieds. Du coup, à chaque fois, s'il était en finale, j'étais pas loin derrière. Ou si j'étais en finale, il y était. Ou s'il était là, j'étais pas loin derrière. Du coup, non, c'était des super moments. C'était quand même quelqu'un, on s'envoie encore des messages. Lui, avec sa petite famille, du coup, on s'envoie encore des messages. On prend des nouvelles un petit peu, mais ouais, c'est les anciens qui parlent, quoi. Non, super souvenir. Vienne 2012, super souvenir. Ça a été le lancement de. Après, ça m'a permis de. Je suppose ta prochaine question. Ça m'a permis de d'intégrer le Pôle France. Et ça a été. C'est vraiment ce résultat. Il m'a permis d'intégrer le Pôle France. C'était juste incroyable aussi d'apprendre ça. Ah, du coup, si ta question, c'est que ouais. La question suivante, je me doutais, c'est que en gros cette finale m'a permis, parce qu'à l'époque c'était François Petit qui était entraîneur de l'équipe, et du coup j'ai fait une saison entière. D'ailleurs, même pour la petite histoire, du coup ça m'a permis de rentrer en équipe de France A et d'être sélectionné pour toute la saison. Et ça va pas rajeunir tout le monde, c'est que du coup j'ai quand même fait une saison entière avec Cécile Avezou. Et j'ai quand même fait une saison à partir aux US, Cécile Avezou, Loïc Guédioz, Guillaume Cléron-Mondé. Il y avait vraiment, c'était c'est des gens. Cécile Avezou maintenant, elle est mère de 3 enfants, elle est entraîneuse de la DIF et j'ai quand même fait une saison avec elle. Du coup, c'était juste fou. Loïc aussi. Du coup, j'ai fait une saison avec tous ces anciens. Eux, ils ont arrêté juste à la suite de cette saison. Rémi et Nicolas, du coup, ils venaient d'ouvrir le Pôle France de septembre 2012. Du coup, septembre 2012, ils ont ouvert le Pôle France. Et du coup, en octobre, j'ai eu un coup de téléphone de Nico Januel que je me rappellerai toujours. Il me dit ouais, j'ouvre le Pôle France avec Rémi. Est-ce que ça te motive de venir quitter le sud et pour venir t'installer en région parisienne à Fontainebleau? On va créer une dynamique, toute une structure, on va t'accompagner sur l'entraînement. Il y avait Jackie et tout ça. J'ai dit c'est bien évidemment que je dis oui. Je quitte. Alors bien sûr qu'il y a un pincement de cœur de se dire on va quitter la famille, quitter mes repères, quitter mon frère, quitter mes parents.
c'est jamais facile de s'installer à 600 km à l'âge de 20 ans, mais je savais pourquoi je le faisais. Du coup, là, j'ai quitté un peu l'accompagnement de Laurent pour repartir dans d'autres horizons, et c'est ce qui m'a amené à aujourd'hui, et vraiment belle histoire en tout cas cette année 2012. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé de ta façon de t'entraîner? Est-ce que tu as vu des grosses différences entre ton entraînement dans le sud et ton entraînement du coup à Paris? Ah ben bien évidemment, déjà en fait bon, plusieurs choses. C'est que bon, Laurent Lagarrigue, il m'accompagnait, mais il avait quand même un boulot à côté. Du coup, ben c'était quand même peu de séances ensemble. On faisait au mieux pour arriver à s'entraîner correctement ensemble, mais bon, il est malheureusement, et professionnellement et familialement parlant, il pouvait pas se libérer autant qu'il le voulait. Et du coup, déjà, ça m'a permis d'avoir des entraîneurs comme Nico, qui m'a suivi la première année. Après, je suis passé avec Rémi, mais en tout cas, les deux, ils étaient quand même soit l'un soit l'autre présents à toutes mes séances. Il y avait Jackie aussi qui faisait de l'ouverture quasi tous les jours. On avait des structures, vraiment, on avait à l'époque, on était dans un gymnase qui n'était pas Karma, on était à l'ancien CNSD sans chauffage, mais vraiment, moi j'en ai un super souvenir, parce que ça m'avait jamais dérangé de grimper dans le froid. Mais en tout cas, on avait des structures, à l'époque, c'était à la pointe, quoi. C'était vraiment à la pointe, on avait les dernières prises, et vraiment aussi, ce qui a aussi vachement changé, c'est que j'avais l'émulation des copains. C'est que, mais du coup, cette première année, à plein temps, on était en interne avec Guillaume et Mélanie Sandoz. Et du coup, on s'entraînait tous les trois, 6 jours par semaine, on s'entraînait tout le temps. Et ça, entre je m'entraîne tout seul dans le sud, dans mon garage, chez mes grands-parents, où il fait 3 degrés, où je suis tout seul avec ma petite musique, et là je me retrouve dans un pôle avec Rémi et Nico qui te dit les bonnes choses à l'oreille, avec Jackie qui font des blocs, et les copains qui te font l'émulation. Bah y a rien de mieux pour se tirer vers le haut. Du coup, ça pour moi, j'ai toujours dit, l'émulation, c'est quand même une des choses primordiales à l'entraînement de haut niveau. Déjà, c'est quand même sympa entre copains, mais alors pour le haut niveau, je pense que c'est un super atout, et je pense que c'est ce qui a fait que derrière j'ai pu atteindre ce niveau et gagner les titres que j'ai gagnés. Et du coup, on va se concentrer sur un titre. Quelques années plus tard, en février 2014, tu participes à ta 4e finale de Coupe du Monde à Laval en France, avec 3 autres Français, la légende Stéphane Julien dont tu parlais avant, Alban Levier et Guillaume Gliron-Mondet. Ouais, exactement. Et tu remportes du coup par la même occasion ta première médaille avec le bronze. Comment tu as vécu cette compétition qui a dû être folle? Ouais, du coup, cette compétition, c'est bon. Déjà, il y a eu quelques mois plus tôt, il y a eu déjà le titre de champion de France, qui est déjà un truc de malade cette année-là. C'est que déjà, j'avais fait des championnats de France de fou, où j'avais gagné tous les tours. Et d'ailleurs, il y avait une anecdote, j'avais dit à ma mère, et ma mère avait pris pour un fou pour ces championnats de France. Je lui avais dit le jour où elle était là, et je lui ai dit, dans 2 jours, je suis champion de France. Elle m'avait dit, ouais, il exagère. Et je sais pas pourquoi j'avais dit ça, parce que d'habitude, je suis pas du genre l'air confiant. Et au fond, 2 jours après, j'avais été champion de France en gagnant les qualifs, les demi et les finales. C'était juste tout simplement incroyable. Ça m'avait permis après de partir sur les étapes de Coupe du Monde. Et après, participer à cette Coupe du Monde de Laval en France, quand même, où c'était juste incroyable, cette finale. Cette finale avec 3 Français, Guillaume, 4 Français, on est 4 avec moi, mais il y avait Guillaume que je côtoyais maintenant depuis tout le temps. Il y avait du coup Alban qui est devenu un vrai ami et que je côtoie toujours, et que d'ailleurs il mange régulièrement à la maison. Et c'est devenu un super pote, et avec qui j'ai vécu des super moments en compétition. Et comme je disais, Stéphane Julien, mon idole de jeunesse, avec qui j'ai quand même eu la chance de... Il m'avait déjà pris sous son aile quand j'avais été en équipe de France, et il m'avait accueilli avec gentillesse. C'était très gentil de sa part. Il m'avait aussi accueilli dans sa famille plusieurs fois pour m'entraîner du côté de Clermont, et c'était vraiment... D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait son toit. On s'était mis une belle mission du côté de Clermont. Mais du coup voilà, c'était quand même quand t'as une histoire où je me rappelle, j'étais Benjamin, il venait faire des Open à Gourdon dans le Lot, et j'étais tout gamin de dire ouais, trop bien, c'est Stéphane Julien, et que quelques années plus tard je me retrouve à faire finale de Coupe du Monde avec lui. C'est juste ouf, quoi. Du coup, non, super. Et vraiment, après, cerise sur le gâteau, au podium, j'ai envie de dire que mon seul podium en Coupe du Monde, devant mes parents, devant des amis, devant ma famille, c'était juste le feu, quoi. Du coup, vraiment, c'était juste incroyable. Je me vois encore, et pour le coup, j'aurais pu encore faire un peu mieux, mais vraiment, ce dernier bloc, j'étais 4e. Yann, il fait pas le dernier bloc, où j'avais mis la petite vidéo là il y a quelques jours, avec un verrou de main dans des volumes et tout. Yann, s'il le faisait, j'étais mort, Yann Hoyer. Et en gros, il y arrive pas. Moi, je passe derrière, je le fais, boum, je passe 3e. Et là, voilà, bon, il y a un moment, quand tu passes de la 4e à la 3e place, j'ai pas besoin de te raconter que c'est juste l'euphorie dans ton corps. Mais c'était juste fou, vraiment fou, et ça m'a permis
de donner beaucoup de confiance en moi et d'augmenter cette rage et cette détermination qui m'a jamais quitté à travers toutes ces années. Et du coup, je voulais quand même revenir sur ton titre de champion de France. Mon timing est mauvais, je voulais le mettre après. Mais du coup, c'était avant. En fait, les championnats de France, c'était mars, les championnats de France. Du coup, la Coupe du Monde à Laval, c'était le 25 ou le 26 juin d'ailleurs, il me semble, vu que c'était l'anniversaire d'Alban. Du coup, non, ce titre de champion de France, c'était juste fou, hein. C'était juste fou, ce titre de champion de France, parce que, bon, l'année 2013 a été un peu dure parce qu'il y a une année d'adaptation où j'avais un peu changé toute ma vie. J'avais fait finale, à l'époque, je crois que c'était du côté de Chambéry, il me semble. Et là, j'étais à Laval, du coup, premier titre de champion de France. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait même Nico Januel à cette compète, il avait fait 3e. C'était Guigui qui fait 2, Nico Januel qui fait 3. Ouais. Nico, il s'était dit, vas-y, je remets les chaussons une année. Bam. Le mec, il s'était déter. À l'entraînement, il était costaud. Et d'ailleurs, à l'entraînement, pour quelques jours avant, je me faisais quand même souvent ouvrir par Nico et Guillaume. Mais bon, ce jour-là, ça a été pour moi et ça fait quand même bien plaisir. Parce que bon, c'est pas le seul, vu que j'en ai gagné quelques-uns derrière. Et pour le coup, ça fait quand même plaisir. Enfin, en tout cas, le premier, il reste quand même bien gravé. Ouais, c'est clair. Et du coup, on attaque l'année 2016 où tu continues à faire des beaux résultats sur la scène internationale. Et tu participes au championnat du monde du coup à Paris-Bercy. Après un bon tour de qualification et une solide deuxième place en... Ouais, je te laisse y aller. Bah bon, après si tu veux pas sauter une année, il faut revenir peut-être sur 2015 parce que du coup il y a eu l'année où j'ai gagné mon 2e titre de champion de France à Laval, encore à Laval, la Baconnière exactement. Parce que la première année c'était Nozé, la deuxième année c'était la Baconnière, du coup du côté de Laval. Et là j'avais fait la différence sur un bloc à doigts comme jamais d'ailleurs. J'ai encore la prise dans mon salon. Du coup je reviens sur l'année 2016, hein, après 2015 où j'ai remporté mon 2e titre de champion de France. 2016 c'était, bon on le savait en amont que ça allait être la grosse année parce qu'il y avait les championnats du monde de Paris-Bercy en 2016. Et du coup, on avait accentué la préparation là-dessus. On avait tout préparé pour que on soit aux petits soins sur ce mois de septembre. Du coup, il y a eu pas mal de compétitions, il y avait eu pas mal de finales de Coupe du Monde cette année-là. Et après juillet-août, on avait dit on calme la compète et on va s'entraîner, on va faire des gros stages parce que là, quand même, c'était l'échéance de l'année qu'on attendait depuis des années parce que c'était en France, à Paris-Bercy. Voilà, c'était juste incroyable, hein. Et du coup, je fais des bonnes qualifs, des très bonnes qualifs, et surtout, je fais une grosse demi. Hein. La demi, je me rappelle ce premier bloc où au début, je comprends rien à comment faut faire ce dernier move, et il y a un moment, je comprends, et moi, je le fais. J'entends encore mon frère me gueuler dessus, mais vraiment, j'entendais quasi que lui avec Rémi qui me gueulait dessus comme jamais. Et ça m'a permis de bien me lancer dans le tour. Et après, je refais le dernier bloc. Non, vraiment, je sors deuxième de ce tour de demi. Et après, vraiment, de se dire, on va faire une finale de championnat du monde en France, à Paris-Bercy, devant 12 000 personnes. Vraiment, j'en ai encore des frissons, en fait. J'avais toute ma belle famille, j'avais ma femme, j'avais tous mes amis. On s'était entraîné dur pour ça et on s'était offert cette finale. Et je m'étais offert cette finale et oui, d'un côté, j'en garde un peu un souvenir un peu amer parce que j'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu dans des blocs. Pour le coup, j'avais un peu souffert. Bon, j'avais souffert un peu de ma petite taille, surtout sur une bloc handal où je me retrouve avec le pied au niveau du nombril, sans main. Il faut aller faire un squat. Vraiment, je pouvais pas bouger dans ce bloc. Mais en tout cas, bon, je me suis fait malmener en finale. Comme c'est le cas et c'est le jeu de la compétition, hein, j'ai envie de dire, hein, si t'acceptes pas le jeu, tu fais pas de compète, hein. Mais en tout cas, j'en garde un super souvenir avec ce bloc 4 où pour le coup le bloc 4 on était très peu à l'avoir fait. Un bloc où il fallait faire un peu pied en avant dans un trou, repartir. Je l'ai mis il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, ce bloc 4. Où au final j'étais tellement rageux d'avoir fait une demi où j'étais malmené, je me dis attends, je vais bien finir, je vais montrer comment je suis déter. Je me bats comme un chien, mais vraiment comme un chien. Et je finis par le faire alors que je pense qu'il y avait, il me semble, il y avait Tomoa qui l'avait fait et Adam, on était 3 à l'avoir fait ce bloc. Il me semble qu'il y a que vous étiez 3. On est 3 à l'avoir fait. Après Mika, Manu le fait pas et il y avait l'autre Jab qui le fait pas. Il y avait Tsukuru, il me semble. Mais du coup, j'en ai un super souvenir et ce bloc 4, il me permet vraiment de renverser la tendance et de me dire vas-y, je me suis offert ce bloc devant 12 000 personnes, j'ai fait lever toute la salle. Vraiment, c'était juste émotionnellement, c'est que ok, je m'étais fait malmener, j'étais un peu déçu de cette finale, mais quand même, j'en garde un super souvenir quand même. C'était vraiment merveilleux, on s'était entraîné dur pour ça et
Et pour le coup, je m'étais offert une belle finale devant 12 000 personnes et ça, pour le coup, ok, hein, il n'y a pas podium, il n'y a pas victoire, mais on garde quand même des super souvenirs de ces moments-là, avoir partagé des moments difficiles avec les copains à l'entraînement. Et là, ça faisait juste, pour moi, c'était quand même un beau cadeau. Et avec du recul, j'en suis super content. Ok. Et du coup, comment l'escalade elle a évolué selon toi ces dernières années, notamment sur la gestuelle et sur les mouvements proposés? Bah, moi, je trouve que à partir de 2016, hein, je dirais que l'escalade un peu a évolué parce qu'au final, déjà, bon, en 2016, bon, il y a eu une forte densité de forts grimpeurs depuis, où il y a beaucoup plus de nations présentes sur les compétitions. Du coup, la densité de forts grimpeurs a quand même fortement augmenté ces dernières années. Et en 2016, le fait qu'on était au championnat du monde à Paris-Bercy, le CIO commençait à s'intéresser à notre sport et ce championnat du monde a permis qu'on rentre au sport olympique, si je me trompe pas. Et du coup, après, on est devenu un peu plus médiatique. On a voulu faire aussi un peu plus de spectacles, un peu plus de mouvements un peu spectaculaires. Du coup, gymnique, des coordinations. Et là, pour le coup, moi qui suis une crevette et qui a quand même appris à grimper en forêt, en falaise ou plutôt de l'escalade, on va dire statique et basique. Là, vraiment, j'avais du mal à tirer mon épingle du jeu, hein. Moi, maintenant, faire tous ces mouvements un peu gymniques, j'ai pas grandi avec ça. J'ai eu du mal avec ma petite taille, j'ai aussi eu du mal à me mettre au goût du jour. Du coup, je voyais bien que en 2017, les choses me dépassaient en fait, hein. C'est que déjà le niveau avait quand même cruellement augmenté, mais ce nouveau style, vraiment, il y avait de moins en moins d'arqués, il y avait de moins en moins de dalles à petits pieds, comme j'avais fait la différence à Vienne en 2012, où là pour le coup, j'étais vraiment un des parmi les meilleurs au monde dans ce style-là de petits pieds, petites prises. Et là, il n'y en avait plus en fait. C'était des volumes, des macro prises qui commençaient à arriver parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout ça. Il y avait beaucoup plus de mouvements aléatoires, des grosses coordinations. Après, il y a eu le départ avec des fameux skates au départ. Bon, ça s'est vite arrêté parce que c'était ingérable côté jugement, mais après des pif-paf en 3 temps. Maintenant, c'est un peu moins à la mode. Maintenant, c'est plutôt des mouvements électriques sur des petits tempos, mais vraiment, c'était dur pour moi de s'exprimer dans ce style-là. Et là, je m'étais dit bon, Jérém, qu'est-ce que tu fais? Ta plus belle place est 3e en Coupe du Monde, t'as gagné 3 fois le titre de champion de France. Bon, encore on n'est pas arrivé parce que c'était en 2019 ça, mais dans ce style-là, j'avais vraiment du mal à tirer mon épingle du jeu et je m'étais dit bon, on va peut-être se donner un autre projet et peut-être changer un peu de casquette. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai commencé à me dire vas-y, je vais un peu lâcher le bloc et me mettre à fond à la diff. Et parce que là, dans tous les cas, ils pourront jamais partir dans des styles hyper dynamiques, hyper aléatoires. Et là, du coup, je m'étais dit, vas-y, en plus, je suis quand même un petit gabarit, plutôt quand même un bon staccato de l'entraînement, énervé à l'entraînement et qui aime bien aussi s'entraîner et vraiment pas s'écouter. Et là, pour le coup, en diff, si t'aimes pas t'entraîner, faut mieux pas en faire. Ça, c'est sûr. Du coup, voilà. Après, je suis parti dans mes années diff. Du coup, il y a eu un gros changement et le changement a été aussi du fait qu'il y a eu une énorme évolution de la discipline côté ouverture. Ok. Du coup, tu as préchote ma prochaine question qui était pourquoi ce choix de te tourner vers la difficulté? Je pense que je t'ai déjà un peu pas mal répondu à ça. Ouais. Hein, c'est que bon, si j'aurais pu continuer à jouer, parce que pour moi, continuer, il faut que tu continues à être parmi les meilleurs, à être vraiment dans le coup, quoi. J'avais fait 3e, si c'est pour même pas faire des demi ou pas réussir à faire une finale, quel bon de continuer, en fait, autant arrêter, hein. Sincèrement, moi je fais la compétition pour aller gratter des médailles. Si c'est pas pour aller les gratter parce que t'as pas de chance de jouer, ça sert à rien en fait. Du coup là, je m'étais dit vas-y, change de crèmerie, donne-toi un nouveau projet et voilà. Et du coup, c'est là où j'ai décidé vraiment d'arrêter le bloc et de me dire vas-y, à fond à la diff. Bon, ça, les premières années ont été compliquées, hein, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis de continuer jusqu'à il y a encore quelques jours maintenant. Du coup, avant de s'intéresser à la suite de ta carrière, j'aimerais discuter de quelques sujets. Et le premier, c'est l'ouverture. Comme tu le disais, tu étais ouvreur national et tu es aussi ouvreur beaucoup à Arcos. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette facette d'escalade que tu pratiques maintenant depuis plusieurs années? En fait, pour moi, c'est un énorme atout d'être ouvreur, mais c'est énorme atout. Ça m'a permis de gagner ma vie, hein. Ça, c'est une chose et c'est aussi pourquoi je le faisais. Mais pour moi, en tant que compétiteur, être ouvreur, ça sert aussi vachement parce que ça nous permet que quand t'es compétiteur, ça te permet de te mettre dans la peau, de te dire attends, l'ouvreur, il a essayé de faire passer un message, il a essayé de faire passer
une méthode. Du coup, toi, quand t'es aussi régulièrement la visseuse à la main, ben tu proposes des mouvements, des méthodes, et ça à toi de trouver les solutions. Et là, du coup, ça te permet aussi de te dire, ben attends, là je comprends rien, là ou sinon il a prévu telle ou telle chose. Et je trouve que ça m'a toujours servi en tant que compétiteur d'être ouvreur, parce qu'au fond, ben pour lire, comprendre le mouvement, comprendre la gestuelle, et ça m'a toujours enrichi mon répertoire gestuel. Et pour moi, ça a été déjà c'est par passion, parce que c'était un peu moi la visseuse à l'époque en charpente de couverture, je l'avais quand même régulièrement dans les mains, hein. Du coup, ça me permettait de me remettre un peu quelques années en arrière, mais aussi parce que j'aime ça en fait. J'aime partager des moments à travailler avec les copains, proposer des situations, les faire essayer, les faire découvrir, leur proposer un peu des fois des trucs où c'est un petit défi de comprendre comment ça marche. Du coup, ça pour le coup, c'est quand même, je trouve que c'est tout aussi sympa de les créer que de les grimper. Mais par contre, voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est un énorme atout d'être ouvreur quand t'es compétiteur. Parce que par exemple en diff, quand t'es ouvreur, au moins tu comprends vite ce que en diff c'est beaucoup plus simple de déchiffrer une voix souvent. Du coup, tu comprends vite ce que l'ouvreur a voulu faire passer comme message, et ça c'est quand même un bel atout, parce que bon, quand t'es sur ton tapis ou que t'es en bas de voix et que tu comprends rien, tu trouves que les minutes sont longues, hein. Enfin, à la fois elles sont longues et à la fois elles sont courtes, parce que au final t'as pas assez de temps pour comprendre. Mais du coup, non, vraiment pour le coup. Et j'ai même tendance à dire que je vais continuer à le faire, parce que mon avenir est quand même aussi pas mal dans cette voie. Enfin, en tout cas, je l'espère, et c'est aussi ça que j'aimais aussi faire chez Arcos, hein. Chez Arcos, c'est ce qui m'ont permis de gagner ma vie, bien évidemment. Mais aussi, je partageais des bons moments avec les copains à ouvrir, avec d'autres ouvreurs. Du coup, on proposait des situations aussi, même débutants au final. On proposait des blocs pour des personnes qui découvraient l'escalade, et leur faire découvrir aussi tes petits parcours, tes petits mouvements, et tes petits aussi, on va dire, challenge de comprendre comment c'était la méthode, et ça, je trouve ça chouette. Je trouve que c'est un beau message que tu essayes de faire passer, mais c'est pas de vive voix, mais à travers des ouvertures de blog, c'est quand même chouette. Et du coup, depuis quelques années maintenant, tu te déplaces en tant qu'entraîneur lors de compétitions internationales avec l'équipe de France jeune. Comment tu as vécu ces expériences, et qu'est-ce que tu souhaitais apporter à cette nouvelle génération? Alors, pour tout te dire, en gros, il me semble que c'était en 2016 ou 2017, mes premières compétitions jeunes avec Laurent Lagarrigue. En fait, j'ai toujours pris plaisir à partager. J'ai toujours fait, même en tant que compétiteur, quand je suis en compétition avec des plus jeunes, encore récemment sur des coupes du monde de diff, il y a encore quelques semaines ou quelques années. J'ai toujours pris plaisir à prendre les jeunes un peu sous son aile, enfin sous mon aile, et leur conseiller, leur dire quelques mots à l'oreille pour essayer de faire passer quelques messages. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire aussi avec l'équipe jeune de bloc pendant quelques temps avec Laurent. Et moi, j'ai toujours pris plaisir de partager, en fait, partager mon expérience, parce qu'à l'époque, moi, j'aurais aussi aimé qu'on me le dise. Et là, pour le coup, tu les as en stage, du coup, tu leur donnes deux trois clés pour essayer de mieux gérer leur compétition, mieux gérer leur effort. Et après, en compétition, tu vois bien que ils arrivent à le mettre en place, et ça leur permet de faire des blocs en plus, ça leur permet aussi de gagner une médaille, et potentiellement de faire une victoire, ou des fois, par exemple, je me rappelle d'un championnat d'Europe à Brixen, où je me rappelle de Naïle Maignan, qui avait quand même eu des moments très durs, et j'avais passé beaucoup de temps avec elle en qualif, en demi et en finale pour essayer de passer outre. Vraiment, quand tu prends un athlète qui est en galère dès la qualif, où elle a pas confiance, et vraiment elle souffre, elle rame, et on arrive à quand même aller chercher la demi, après aller chercher la finale, et après aller chercher la victoire. Voilà, sincèrement, même si t'as pas grimpé, t'es tellement content pour elle, t'es tellement ému pour elle, et tu vis tellement d'émotions à travers elle, enfin à travers les athlètes, que pour le coup, si je peux garder cette casquette un peu là, maintenant que je suis un peu plus vieux et plus bon à grimper, c'est quand même chouette en fait. Et pour le coup, ça, j'ai l'impression qu'on peut le faire encore pendant quelques années. Je suis pas encore totalement périmé pour faire ça. Et du coup, tu grimpes aussi en extérieur, notamment en Fontainebleau, où tu vis désormais dans ta nouvelle maison. Quelle relation tu as avec cette forêt, et quelle relation tu as avec le bloc en extérieur? Alors, si c'est vraiment uniquement Blo, pour la petite histoire, Laurent, qui m'a pris sous son aile quand j'étais tout enfant, m'a amené déjà en forêt de Fontainebleau à l'âge de 8 ans, ma première sortie. Après, tous les ans, j'y allais une semaine. Du coup, j'ai quand même un attachement fort à cette forêt de Fontainebleau. Après, qui aurait cru à l'époque que j'allais vivre à Fontainebleau, à côté de Milly-la-Forêt, et quelques années plus tard avec ma petite famille et ma femme et mon fils. Ça, personne, je pense que je l'aurais jamais cru.
Mais j'ai un attachement fort à cette forêt parce que pour moi c'est un lieu mythique, c'est un lieu culte, c'est connu et reconnu à travers tout le monde et la scène de la grimpe. Du coup, j'ai quand même la chance de pouvoir y vivre et pouvoir y grimper régulièrement. Bon, j'avais mis quelques années de côté parce que j'étais dans un projet diff et pour le coup, diff bloc en extérieur, c'est pas vraiment adapté, on va dire, à l'effort. Mais par contre, les années bloc, j'allais poncer la falaise, j'allais essayer de me mettre des projets. J'ai quand même fait pas mal de blocs. Alors il m'en reste, parce que la forêt elle est immense et avant de tout faire, même quand je vois que Jackie qui est né et qui a grandi et qui mourra dans la forêt, et au fond, au fond, il aura pas fait tous les blocs parce qu'il y en a trop. Mais voilà, moi j'ai toujours un attachement particulier à cette forêt parce qu'il y a une belle histoire. C'est que j'en ai 32. J'ai commencé à escalader en forêt à 8 ans avec Laurent. Et je pense que l'histoire est pas terminée. Du coup, j'ai encore plein de blocs que j'ai en tête que j'aimerais aller faire et que je compte bien aller faire dès l'automne où la chaleur est un peu partie et qui a laissé place au froid et aux conditions. Du coup, non, voilà. En tout cas, d'ailleurs, ça reprend ce que Nico Januel m'avait dit dans son post qui m'a super touché quand il m'a annoncé ma fin de carrière là il y a quelques jours. Il avait dit, il se rappelle du jeune gamin que j'étais qui avait dit, je ferai mes années compétition et je repartirai dans le sud chez moi, chez mes parents. J'ai arrêté la compétition il y a quelques jours et je viens d'acheter une maison ici et je suis pas prêt de partir parce que je sais que mon avenir il est ici, parce que mon avenir professionnel il est ici et aussi mon avenir de grimpeur il est en forêt en fait. Et du coup il avait raison, mais à l'époque je pense je lui tenais tête que non, mais bon il avait raison et en tout cas il y a encore une belle histoire à écrire du côté de Fontainebleau. Du coup en 2019 tu remportes ton 3e titre de champion de France de bloc comme tu le disais avant à la Baconnière. Et du coup, je me rappelle toujours de ce bloc 1 de la finale sur les volumes Yin and Yang. Exactement. Je sais où tu vas arriver. Tu fais une bondère. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est? En fait, alors, il y a un moment, en fait, on m'a enlevé les arquets. Je vais être honnête, on m'a enlevé les arquets. Il y a plus d'arquets en compète. On n'a plus d'arquets. Sauf que je suis amoureux de ça. Je suis amoureux de faire ça. Et du coup, il y a un moment, tu joues avec la règle. T'as pas le droit de mettre les doigts dans les téneuses, t'as pas le droit de mettre les doigts dans les trous de vis qui te permet de tenir la vis, mais la grosse, celle de 8. Par contre, les trous de vis à bois ou mettre les ongles derrière les prises, t'as le droit de le faire. Et ça, pour le coup, en forêt, quand t'es dans des blocs hyper techniques de dalle et tout, ça m'arrive régulièrement de le faire, de mettre les ongles comme dans duel. Il y a un moment, je me suis dit, je le fais dans des blocs extérieurs comme duel, pourquoi je le ferais pas en compétition? Et en fait, du coup, mettez-moi plus d'arquets, je le ferai un peu moins. Mais du coup, les gens, des fois, il y en a qui disent, oh ouais, c'est bien et tout ce que tu fais. D'ailleurs, je me rappelle à Manu qui lui a permis de faire une finale de Coupe du Monde, parce que l'admi, il gratte un volume, il met l'ongle, ou il met, je crois qu'il gratte un trou de vis de volume et ça lui permet de faire le bloc. Et alors que personne ne bougeait dans ce bloc, moi, c'est sûr que vu que je suis très bon dans ce style-là où faut être précis et vraiment arquer pas grand-chose. J'ai pris des habitudes à l'entraînement à le faire. Des fois, j'arrive pas à faire la vraie méthode où c'est pied à plat ou main à plat. Des fois, la petite préhension qu'on peut trouver comme un trou de vis, ça me permet de juste de tenir et de sentir, de me délester de quelques kilos et ça me permet de passer. Et là, pour le coup, j'avais mis les ongles derrière et ça m'avait permis de faire le bloc alors que le bloc il avait été peu fait. Et d'ailleurs, ce bloc me permet de gagner parce qu'au final, j'avais fait un bloc et 3 zones et j'ai été champion de France cette année-là. Et je fais pas le bloc, en tout cas, j'arque pas le volume, je fais pas le bloc, je suis jamais champion de France cette année-là. Et du coup, tu joues avec les règles, faut les connaître. Je les connaissais et après, j'ai envie de dire, mettez-moi une arquée au lieu des trous de vis et je prendrai volontaire, avec grand plaisir l'arquée, j'ai envie de dire. Voilà, après, quand t'es trop amoureux d'arquée qu'il y en a plus, tu fais avec ce que tu trouves. D'ailleurs, ça m'avait, pour la petite anecdote, j'avais eu le droit à un petit carton en Coupe du Monde à Veil, parce qu'en fait, j'avais arqué le bord du volume, j'avais arqué la plaque du mur et j'avais arraché la plaque. Du coup, le juge, il était venu voir, il fait, vas-y, je vais te mettre un carton parce que t'as pas le droit de d'abîmer le mur. Je dis, ouais, mais attends, j'arque le volume, la plaque qui était un peu décollée. Du coup, au final, j'avais quand même fait le bloc. Mais bon, c'est une petite anecdote du carton, quoi. J'en ai pas eu beaucoup, mais celui-là, il était sympa. Du coup, en juillet 2020, t'enchaînes 109 9A à Pyro Beach. Tout à fait. Quelle différence tu vois dans le processus entre enchaîner des voies ou des blocs durs en extérieur et essayer de gagner une compétition? C'est quand même entre guillemets beaucoup plus simple, je trouve, de performer en extérieur parce qu'en fait, quand t'es acharné de l'entraînement et te préparer physiquement, sincèrement, quand tu sais faire et que tu aimes faire
et qu'en plus de ça tu es bien entouré, j'ai envie de dire que c'est quand même pas non plus très compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de performer le jour J, ce qui est vraiment l'enjeu de la compétition. Qu'en extérieur, bon, si tu performes pas le lundi, bah, le bloc le mardi il aura pas bougé, ou s'il pleut le mardi, tu iras le faire le mercredi. Du coup, en termes d'approche, c'est quand même beaucoup plus simple en fait. Du coup, quand tu as des projets en forêt, ben, tu t'entraînes physiquement. Si tu es à la rue, ben, tu te laisses encore quelques semaines, quelques jours pour pouvoir un peu progresser. Et quand tu reviens, tu es encore plus fort, où il y a plus de condi. Et du coup, tu fais la différence. Pardon, qu'en forêt, bah, qu'en compétition, t'as pas du tout cette marge de manœuvre. Hein. Si t'es pas bon le samedi et que le samedi c'était les qualifs ou la finale, le dimanche tu peux revenir, il y aura plus rien. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Après, la différence entre bloc et voie, bon, après c'est complètement la partie endurance, ça rentre beaucoup en jeu. Hein. Mais après c'est qu'une question de structuration d'entraînement en fait. Si tu sais faire, en tout cas que tu es bien accompagné pour pouvoir bien progresser dans ton projet qui est soit du bloc en extérieur ou soit de la falaise, j'ai envie de dire, il n'y a pas de doute que tu finiras par avoir ton projet et réussir à faire la croix. Hein. J'en ai aucun doute. En tout cas, après, c'est sûr que si tu as le niveau CETA et que ton projet c'est de faire 9 ans en 2 mois, il faut être réaliste, hein, ça va pas marcher. Mais en tout cas, c'est quand même pour moi beaucoup plus simple de faire une croix en extérieur que gagner une compète. Et du coup, en 2021, septembre 2021, tu deviens papa d'un petit garçon. Est-ce que cela a changé quelque chose dans ta façon de voir l'escalade ou même dans le sport à haut niveau? Bah oui, enfin, conditionnellement, ça c'est sûr. Je peux pas te dire le contraire, et te dire le contraire, ça serait te mentir. Déjà, ça fait prendre pas mal de recul en fait. Quand t'es père de famille, ben, quand tu rentres, et ben, même si t'as passé une journée un peu plus dure à l'entraînement ou si t'as loupé une compétition, ben tu rentres et ben tu retrouves ta femme et ton petit, et pour le coup, ça te permet de switcher très rapidement à autre chose. Et ça te permet de voir la vie un peu différemment, et te dire, il y a pas que ça, il y a pas que le projet, il y a pas que les compétitions, il y a pas que les performances, il y a pas que les médailles. Il y a aussi cette vie de famille que j'ai maintenant avec ma femme et mon petit, et te dire c'est aussi bien aussi, je les retrouve, je passe du bon temps avec eux, on partage des super moments, je le vois grandir, je lui apprends des choses, je l'amène grimper. Voilà, il découvre la vie, et pour le coup, quand tu vis des moments difficiles à l'entraînement ou en compétition, ça te permet de switcher, de passer à autre chose et de prendre du recul. Et ça, je trouve qu'en tant que compétiteur, ça m'a permis de prendre du recul et de se dire, il n'y a pas que ça, et c'est un peu du stress en moins, parce qu'au final, j'ai apporté peut-être moins d'importance sur certaines choses qu'à l'époque, et c'était des petits détails, mais qui me coûtaient beaucoup et qui me permettaient de moins bien performer, j'ai envie de dire. Et pour revenir sur ces dernières années, tu as eu quelques blessures. Comment tu as fait pour les surmonter, à chaque fois revenir au plus haut niveau? Bah, oui, c'est vrai que après 2019, il y a eu 2020, 2021, et 2020, 2021, 2021, 2022, je me suis blessé. Je me suis fait une grosse tendinite au coude en 2021, et en 2022, je me suis fait 2 poulies partielles sur le même doigt. C'était mes premières blessures. Pour être honnête avec toi, je m'étais fait des petites entorses, des petits trucs, mais ça durait jamais plus de 2 semaines en fait. Hein. C'était rien. Hein. On s'entraînait, on adaptait l'entraînement et c'était réglé. Et là, pour le coup, voilà, là, ça a duré. C'est que bon, en plus, je suis quand même un bon débile de ça. C'est que j'ai quand même souvent, je m'écoute pas vraiment, et j'accepte quand même fort la douleur. Du coup, j'ai quand même mis du temps à me dire qu'il fallait que je prenne ça sérieusement. Du coup, j'ai été déjà très bien accompagné, et j'en remercie. Par exemple, les 2 personnes qui m'ont accompagné, c'était Agathe Clouzot, qui était médecin de la Fédé à haut niveau, et Juan Escudero, qui est le kiné de Nemours et qui est aussi kiné de l'équipe, et que sans eux, ça aurait été beaucoup plus complexe, mais qui m'ont accompagné et aidé sur ces 2 blessures. Du coup, c'est toujours dur, hein, parce qu'il y a un moment, il faut accepter la blessure, et ça, c'est une énorme étape qui est pas facile, parce que c'est accepter, ça veut dire accepter de arrêter de grimper, arrêter de s'entraîner, et accepter de régresser en fait, parce que c'est aussi ça. Hein. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça a été pour moi une des choses les plus dures de ma carrière. Et surtout coup sur coup, parce qu'au final j'ai fait blessé, j'ai arrêté, ça m'a pris 6 mois, j'ai repris 6 mois après, je me fais 2 poulies partielles, je me reprends 6 mois. Il y a un moment, Berge m'avait dit, hein, j'avais dit, si je me reblesse cette année, bon, je me suis arrêté pour d'autres raisons, et j'ai dit, si je me reblesse cette année, j'arrêterai dans tous les cas, parce que 3 fois d'affilée, c'est trop. Bon, j'ai arrêté pour d'autres raisons, mais en tout cas, je pense que ça a été les étapes les plus dures de ma carrière.
parce que moi qui suis quand même un amoureux de l'entraînement et qui est quand même bercé depuis tout petit là-dedans. Et d'ailleurs, même quand je pars en vacances, j'ai vraiment du mal à couper. Du coup, souvent, quand on partait au début avec ma femme, j'ai essayé de trouver toujours un endroit pour que je puisse m'entraîner même en vacances. Et du coup, de se dire, attends, là, pendant plusieurs mois, je vais pas pouvoir m'entraîner, mon niveau, il va chuter. Quand je vais reprendre, je vais être nul. Les autres, ils ont progressé. Et en fait, bon, c'est dur, mais au fond, ça m'a fait revenir encore plus fort. Et ça, vraiment, je pourrais même le dire aux personnes qui se blessent, c'est que en fait, bon, déjà, ça te permet physiquement de calmer ton jeu, physiquement et de bien récupérer, parce que moi, ça faisait 15 ans que je tirais sur la machine et qu'il avait jamais pris plus de 2 semaines de repos, enfin 3 presque. Et là, de se dire, bah, il a 6 mois, on va calmer le jeu. Je m'étais mis pas mal à courir et tout. Mais au moins, ça l'a permis de se reposer. Et mentalement, en fait, quand je suis revenu avec plein d'envie. C'est comme si j'avais que 8 ans et que je me remettais à l'activité, tu vois. Du coup, ça m'a permis d'appuyer sur le bouton reset. Pouf, et là, d'un seul coup, j'étais reparti pour 15 ans. Bon, c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y a un moment, ben, l'âge a quand même est là et il y a d'autres aussi objectifs. Mais en tout cas, ça a été des moments vraiment pas faciles. Mais ça m'a permis d'être encore plus fort et de revenir encore plus fort même physiquement. Du coup, au fond, c'était un mal pour un bien. Et du coup, pour conclure sur ta carrière sportive, j'aimerais revenir sur les chemins de France difficulté 2023, où tu Ouais, fais un run assez incroyable en demi-finale. tout à fait. Est-ce que tu peux revenir sur les sensations que tu as eues dans cette voie Ah bah cette voie, j'ai envie de dire, bah, souvent en haut niveau, on parle de flow, on parle la capacité à rentrer dans un état second où tu sens pas vraiment ce qui se passe et juste tu grimpes. Enfin, nous on grimpe du coup, juste tu grimpes et tu laisses faire le corps faire et l'esprit il est vraiment dans les mouvements et c'est juste t'as l'impression d'avoir appuyé sur le bouton automatique et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'au fond je pars dans la voie, je suis tout fluide, tout bien reposé, tout bien posé sur mes mouvements, j'arrive sur le haut de voie où c'est vraiment décisif, j'arrive vraiment à calmer le jeu et surtout que moi j'ai quand même une grosse qualité, c'est de d'arriver à récupérer sur pas grand chose. Là j'arrive à récupérer, je vois les autres derrière, en gros ils se font ouvrir comme jamais sur les mouvements où j'étais en train de récupérer. Et derrière, ben voilà, je repars, j'avais fait le plein d'essence, je vais mourir en fin de voie sur ce dernier move où j'ai failli faire. Enfin, vraiment, ce qu'on cherche en tant que sportif de haut niveau, c'est l'état de grâce où tu es dans un état un peu second. Je l'ai eu quelques fois dans ma carrière, que ça soit en bloc, que ça soit en extérieur et que ça soit en voie, mais en voie, je l'ai quand même eu peu de fois. Et là, pour le coup, je l'ai carrément eu sur cette voie de demi-finale. Hein. Sur cette voie de demi-finale, du coup, c'était juste incroyable. Je m'étais dit vas-y je refais la même chose en finale. J'étais reparti dans un bon état d'esprit. Après le flow t'as beau essayer de le chercher, c'est pas un bouton où tu trouves et t'appuies et ça marche quoi. Du coup faut laisser faire un peu les choses, laisser les choses venir et j'étais vraiment pas loin, j'étais bien et je zip d'une main, ça m'a même pas déstabilisé, je reste dans mon truc. Bon, le style de voix était moi à mon avantage, c'est des mouvements un peu physiques, un peu éloignés de mouvements de non-retour, ce que j'appelle. Du coup, je me faisais un peu plus secouer physiquement. Et ça a fini après par récupérer un peu. Je repars du repos, je fais un move et je zip du pied. Et pour le coup, ben voilà, le podium s'envole et la victoire s'envole. Je pense que clairement, dans les bras et comment je me sentais sur le moment instant T, j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'en suis convaincu. J'aurais pu peut-être gagner, au moins faire un podium. Mais après, voilà, c'est le jeu de la compétition. Qui n'a pas zippé en compétition, ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de dire ne jamais avoir zippé. Du coup, voilà, ça fait partie du jeu. Et si t'es pas prêt à accepter les règles du jeu, faut mieux pas faire de compétition. Voilà, en tout cas, je suis quand même content de ces derniers championnats de France pour le coup parce que déjà physiquement, j'étais bien présent et pour le coup, j'ai fait une super demi et que je pense qu'elle restera en moi. Bah, je pense que à tout jamais. Tu décides du coup, suite à ces chemins de France, de prendre ta retraite sportive après la saison internationale. Et tu l'as annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux revenir sur ce choix? Bah, ce choix, en fait, voilà, il faut quand même, comme je viens d'en parler, c'est que je suis père de famille, je suis aussi mari, que ça fait des années que ma femme elle côtoie ben, le monde du haut niveau à travers, sachant qu'elle a été sportive de haut niveau aussi, mais elle me côtoie maintenant depuis 8 ans et que le haut niveau c'est pas que de 9h à 17h, c'est aussi de 17h à 9h, c'est pas que du lundi au vendredi, c'est 365 jours par an et du coup ben c'est quand même pas non plus facile de vivre avec toute cette on va dire quand même il y a beaucoup de sacrifices qui doit être fait pour performer et moi j'ai toujours apporté une attention particulière à ça, à être investi à 1000%, à être
à être irréprochable sur l'hygiène de vie, à bien dormir, à bien manger, à bien s'entraîner. Et ça, du coup, ça a un impact sur ta vie de famille. Du coup, je pars pas en vacances avec eux, je pars pas en vacances avec le petit. Du coup, tout ça fait que c'est aussi difficile. Je le vois pas grandir. J'ai loupé pas mal de choses. Je suis plus tout jeune non plus. Il y a un moment, j'ai dû faire certains choix et j'ai fait des choix de famille, de me dire bon, j'aurais voulu faire peut-être une année de plus, mais la raison, elle est de dire vas-y, on va arrêter là, on va calmer le jeu de la compétition, on va faire d'autres choses, on va continuer encore dans le milieu de l'escalade, mais sous une autre casquette, continuer à grimper dehors et faire des projets, mais ça sera moins contraignant en termes de timing et surtout quand je suis là le soir, je serai vraiment là ou que je pourrais plus facilement me libérer pour passer du temps avec ma petite famille. Et c'était aussi ce pourquoi j'ai fait ce choix de se dire vas-y, on va calmer le jeu de suite et continuer et surtout maintenant profiter de ce petit Maë qui grandit trop vite et tellement vite que continuer à attendre une année de plus, et ça serait une année de trop et je pense aussi je pourrais le regretter et je préfère jouer cette carte là de dire vas-y, on va arrêter et on va plus passer un peu plus de temps avec les miens et je pense que c'est la meilleure des décisions que je puisse faire et une des meilleures preuves d'amour que je peux aussi faire à ma petite famille. Tu conclus donc ta carrière après 17 années de haut niveau, 74 compétitions internationales, dont 53 avec l'équipe de France, et plus d'une centaine de compétitions nationales. Qu'est-ce que tu retires de ce très long projet de vie ? Vraiment une belle histoire, j'ai aucun regret. J'ai toujours dit je ferai peut-être pas les choses je me ferai pas le haut niveau très longtemps parce que je le ferai à 100% et je préfère le faire correctement que le faire mal. Bon, en fait le pas longtemps a duré quand même 17 ans. Mais voilà, en tout cas moi c'était mon caractère de fonctionner comme ça. Tout simplement je peux que en tout cas conseiller aux personnes qui ont des rêves de croire en leurs rêves et de pas se mettre de limites et de se donner les moyens d'atteindre ces rêves. Et pour ça, en fait, il faut avoir beaucoup de détermination, beaucoup d'envie et de bien s'entourer. Et vraiment, moi, j'ai toujours eu un leitmotiv, c'est jamais avoir de regrets. Et pour le coup, j'ai jamais eu de regrets dans toute ma carrière. Tous les choix que j'ai faits, j'ai zéro regret. Ça me tenait à cœur d'avoir une vie de famille, même s'il y a des difficultés, parce que du coup, il y a un manque de sommeil, il y a d'autres aléas, mais ça me tenait à cœur d'avoir une vie de famille en parallèle de mon projet sportif, parce que le jour où ça allait s'arrêter, je pouvais aussi avoir quelque chose à côté, et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une femme et des enfants. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à mener ces deux projets de front pendant plusieurs années. Mais en tout cas, moi j'ai zéro regret, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai pu faire. J'ai aussi la chance de voyager partout dans le monde et faire des magnifiques compétitions, à rencontrer des super personnes, à vivre des aventures de compétition et des aventures humaines incroyables. J'ai plein d'anecdotes à l'autre bout de la France, en Chine, avec des grosses galères. Au final, j'en ai des super souvenirs avec l'équipe. Des moments plus durs parce que c'est la loi de la compétition et du haut niveau, des moments super heureux parce que j'ai gagné des super choses, j'ai fait des super choses aussi. Enfin voilà, en fait, en tout cas c'est une super histoire et pour le coup si des jeunes m'écoutent et qui écoutent ce podcast et qui ont aussi des rêves comme ça, j'ai envie de dire croyez à vos rêves quoi. Lâchez rien et avancez et surtout se donner les moyens en fait. Pour moi il y a pas et pourtant je peux dire que je viens à la base j'étais pas voué à faire ça hein, parce que même comme mon père je lui avais dit je vais arrêter mon métier de charpentier couvreur pour me consacrer à la compétition au haut niveau, il m'avait regardé, il m'a dit t'es pas sérieux hein. Et au fond je pense qu'il est hyper fier de tout ce parcours que j'ai pu parcourir depuis ces 17 ans et il était là à Briançon la semaine dernière avec ma mère et je pense qu'il était heureux aussi de me voir encore grimper sur une coupe du monde avec le maillot de la France et c'est quand même des beaux moments passés avec toute ma famille, avec ma femme, avec des amis. J'ai fait aussi des super moments avec les entraîneurs, que ça soit avec Laurent Lagaille qui est une magnifique histoire, avec Nico Januel, Rémi Samen qui m'a accompagné pendant 6-7 ans en bloc, avec qui il m'a fait gagner mon titre, plusieurs titres de champion de France et aussi le podium de Coupe du Monde, avec Romain avec qui on avait aussi cette soif d'entraînement où au final on est aussi con qu'un glotte sur l'entraînement en fait hein. C'est pour le coup je pense que tu avais les deux personnes en France qui étaient le plus motivées de l'entraînement. Il y en a un qui était du coup le chef
qui était le maître et moi j'étais l'élève, et pour le coup je pense que des fois j'étais bien fatigué, mais au fond lui il aimait bien aussi entraîner et moi j'aimais bien aussi être l'élève, du coup on s'écoutait pas beaucoup. Non, c'était des super aventures humaines, et ça pour le coup j'en garderai des super souvenirs, et je suis encore là aujourd'hui avec toi parce que grâce au haut niveau, hein. Et voilà, j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux il y a quelques jours avec reprenant une petite vidéo, des moments sympas avec quelques photos. Je vois la vidéo, elle a fait 70 000 vues. J'ai reçu là, beaucoup de messages, que des super messages tendres et gentils, et pour me remercier pour ce beau parcours. Alors je suis pas le plus doué, ça c'est sûr, mais je pense que les gens garderont en tête que j'étais quand même quelqu'un de bien déterminé, et la rigueur et le sérieux étaient là et bien présents dans mon projet sportif. Et pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et je pense que le message que les gens garderont ça en moi, c'est ce souvenir de quelqu'un de sérieux et investi. Du coup, est-ce qu'on va continuer à entendre le nom de Jérémy Bonder dans le monde de l'escalade dans les prochaines années, que ce soit en ouverture, en entraînement ou encore avec des croix? Bah, comme je disais, c'est que moi je me vois pas arrêter cette passion qui est l'escalade. Du coup j'ai envie de continuer à être dans ce milieu-là. J'ai envie de continuer à ouvrir, que ça soit à Arcos, que ça soit dans le haut niveau, au pôle ou en compétition. De vivre encore des émotions hyper intenses à travers d'autres athlètes, sur par exemple l'accompagnement d'athlètes, ou sur du coaching, sur le coaching de compétition au niveau. J'ai envie de dire que pour l'instant j'ai pris cette décision très récemment, et en 24 heures j'ai pris cette décision. Là j'ai arrêté maintenant il y a 10 jours la compétition. On va se laisser le temps de digérer ça aussi, de voir les opportunités qui peut venir à moi. Et je pense que d'ici septembre, en tout cas professionnellement, je rebondirai sur d'autres missions, et je me connais, hein, c'est que quand je vais y aller à fond, et je vais y aller à 100%, et je vais pas compter mon énergie et mon temps. Et après, pour ce qui est de l'escalade, oui, clairement, je me vois pas mettre mes chaussons dans le placard et qu'ils prennent la poussière, hein. Je compte bien aller les poncer un peu et mettre de la gomme sur les rochers, ou un petit peu en falaise, pourquoi pas, ça va dépendre du temps, mais en tout cas sur les rochers, ça c'est sûr. Parce que bon, ils sont à quelques kilomètres de la maison, voire à quelques mètres, j'ai envie de dire même. Les pads, ils sont dans le garage, il y a plus qu'à vraiment il faut juste qu'il fasse plus frais, parce que là il fait juste trop chaud. Mais c'est sûr que je vais pas arrêter de grimper. Parfait, on va se terminer sur ces beaux mots. Merci Jérémy. Eh bien, merci à toi pour ce message, merci à toi pour tout ce que tu fais, et continuez à faire ce que vous le faites super bien, et vraiment un plaisir de te croiser quand on se croise, et continuez comme ça, c'est cool. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!